Bonjour à toutes et à tous. Petit point de détail pratique. La présentation qui suit va avoir beaucoup de données numériques que je vais devoir passer très très vite. Si vous êtes intéressé pour les consulter calmement, voici donc le lien du support de présentation. Un point, une évidence souvent oubliée pour démarrer. Si l'on veut établir des politiques publiques, il est indispensable de disposer d'indicateurs fiables et surtout reproductibles de manière à mesurer l'impact des mesures que l'on prend. Cette évidence vaut pour tous les types de sujets et spécialement pour la diversité linguistique dans l'Internet parce que les données y sont très rares et souvent divergentes. Je vais partir des données, des indicateurs produits par OBDILC, l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet, très récemment, en février 2024, pour tirer des conclusions. Qui est OBDILC? Aujourd'hui, c'est une association loi de 1901 française depuis 2021, mais en réalité, elle a repris, selon les mêmes personnes, les travaux de l'observatoire qui existait déjà comme un projet de l'ONG Funredes, Fondation Redes y Desarrollo, qui était née comme pionnière du thème en 88 et qui a fermé ses activités en 2017 en passant donc la main à Ogilvy. Funredes a été un contributeur notable sur le thème Internet et développement entre 88 et 2017, en particulier dans le cadre du sommet mondial de la société de l'information. Et Ogilvy est un des rares qui produit des indicateurs sur les langues dans l'Internet. Les indicateurs que nous produisons concernent 360 langues dans l'Internet, celles qui ont plus d'1 million de locuteurs. Ce n'est pas un choix politique, c'est un choix dicté par les impératifs méthodologiques au niveau des biais. Les données sont accessibles sous forme de bases de données ou bien sous forme de fichiers téléchargeables ou bien directement en consultant les pages web. Et plutôt que de vous expliquer chaque indicateur, je vais vous montrer les résultats. Avant, je rappelle les crédits. ODILSI a été financé pour ses travaux par l'Organisation de la francophonie, parfois complémentée par le ministère de la Culture français, division des langues de France et du français, et également par la lusophonie à travers Itamaraty au Brésil et l'Instituto Internacional da Língua Portuguesa, et cela en coordination avec la chaire UNESCO pour les politiques publiques pour le multilinguisme. Toutes nos données sont publiées dans des articles, dans des revues scientifiques à comité de lecture. En termes de contenu, il y a deux langues qui dominent aujourd'hui, l'anglais et le chinois, autour de 20% chacune. Vous voyez que les chiffres sont un peu différents, il y a l'anglais qui est en tête, mais bon, on est dans l'intervalle de confiance qui est très large de plus ou moins 20%. C'est pour ça que je ne les sépare pas. Ensuite, il y a l'espagnol à près de 8%, suivi par 5 langues qui sont dans un mouchoir de poche. L'hindi, le russe, l'arabe, le français et le portugais sont très très près l'une de l'autre. Il va peut-être y avoir des différences dans les années à venir, à suivre, et elles sont autour de 3,5% et laissant 35% du reste des données à d'autres langues. Si on regarde le tableau des 10 premières langues en termes de contenu dans l'Internet, on voit que les locuteurs les plus connectés du monde sont les Chinois, 17%. On voit que l'hindi, qui est derrière l'espagnol, pourrait le rejoindre et le dépasser dans le futur quand la fracture numérique sera surmontée en Inde. Si on regarde les 30 premières langues en termes de contenu, on va découvrir des langues auxquelles on ne s'attendrait peut-être pas, le Swahili, Kannada, Telugu, Urdu, Tagalog. Le multilinguisme est présent aujourd'hui dans l'Internet, bien que peu de personnes s'en rendent compte. On va y revenir. Si on regarde les indicateurs qui ne sont pas dépendants du nombre de locuteurs, donc qui sont intrinsèques, on va voir qui sont le pourcentage de personnes connectées, la présence virtuelle, rapport entre contenu et locuteur, et la productivité de contenu, rapport entre contenu et locuteur connecté. On va retrouver, et c'est logique, les langues des pays occidentaux, leaders de la société de l'information, qui n'ont pas de forte population dans les pays en développement. Norvégiens, danois, irlandais, écossais, suisse-allemand, suédois, catalans, etc. On voit ce qui est quand même assez intéressant, que en termes de productivité de contenu, l'anglais qui pourrait être en tête, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui produisent des contenus en anglais sans être anglophones, est quand même dépassé par une langue, le japonais, qui est assez impressionnante.
Il y a un grand avantage. On voit apparaître dans cette dernière édition de février une langue que je ignorais, l'Iban. J'ai pensé que c'était une erreur. Je ne connaissais pas cette langue. J'ai vérifié. L'Iban est une langue de communication large entre la Malaisie, le Brunei et l'Indonésie. Et en fait, sa présence est très symbolique de ce qui se passe. La Malaisie a un taux de connectivité à l'Internet de 97%, le Brunei de 99%. Réveillez-vous, beaucoup de pays que l'on croit loin dans l'Internet ont des taux de connectivité supérieurs et ça se traduit par la présence de contenu dans les langues de ces pays. Un indice très intéressant, c'est le cybermondialisation, l'indicateur de cybermondialisation qui est calculé en mélangeant le taux de multilinguisme des langues, le nombre de pays où les langues ont des locuteurs et le pourcentage de locuteurs connectés. L'anglais et le français ont un net avantage stratégique à eux deux, 20%, mais on voit d'autres langues derrière comme le swahili ou le tagalog qui aussi peuvent surprendre. J'ai un tableau très intéressant que j'appelle Cyber-géographie des langues, mais je vais devoir passer très vite dessus. On a regroupé les résultats par famille linguistique et on pourra ainsi comparer l'évolution. On peut aussi regarder pour chaque langue où sont les locuteurs dans quel pays et on peut avoir des surprises. Le deuxième locuteur connecté en anglais, c'est dans l'Inde qu'on va les trouver, devant l'Angleterre. Donc l'anglais est très fort dispersion, très fort niveau de deuxième langue. Le chinois, c'est l'inverse. 94% des locuteurs connectés en chinois sont en Chine. Forte concentration, faible L2. L'espagnol, forte dispersion, faible L2. Le français, très forte dispersion, très fort L2. Tout ça caractérise les langues dans l'Internet et c'est intéressant d'étudier ces tableaux. Par exemple, pour la France, on voit que l'Allemagne et l'Angleterre sont des contributeurs énormes aux locuteurs francophones. Donc, même chose pour le portugais, on a une forte concentration et un faible L2. Si on regroupe les espaces francophones, hispanophones et lusophones, et on se dit, est-ce qu'ils font le poids face à l'espace anglophone? En termes de pays, de langue officielle et des pays, pas du tout. 40% pour la population L1 plus L2 anglophone, 14%. Mais si on regarde les locuteurs et pas les pays, on n'est pas si loin. On a 16% d'internautes anglophones contre 13% d'internautes dans ces trois langues. On a 20% de contenu en anglais contre 14% de contenu en ces trois langues. Donc il y a peut-être quelque chose ici à jouer. Si on regarde maintenant l'évolution de l'Internet en termes linguistiques, la phase initiale 95-2005, domination énorme des langues européennes avec l'anglais en tête, l'anglais lingua franca de l'Internet. À partir de 2005, ça a commencé à changer. Le multilinguisme a commencé à s'imposer petit à petit, avec l'Asie en premier, ensuite l'arabe. Les langues africaines sont restées derrière, mais la lingua franca commence à être la traduction et plus l'anglais. Si on regarde la période actuelle, le multilinguisme est en train de s'imposer dans l'Internet et les langues asiatiques sont plus très loin en termes de contenu de dépasser les langues européennes. Les langues africaines se réveillent, mais on ne parle que de 750 langues aujourd'hui, sur les 7500 existantes, moins de 10%. Donc, gros problème pour les langues minoritaires. En termes de lingua franca, c'est la traduction assistée par intelligence artificielle qui est en train de s'imposer. Donc, j'en arrive à mes conclusions. L'Internet est aujourd'hui un lieu multilingue, probablement le lieu le plus multilingue jamais créé par l'humanité. Le taux de multilinguisme de l'humanité, c'est 1,43, 43% des humains parlent plus d'une langue. Celui de la toile, il n'est pas connu. Nous, on avons essayé de faire quelques travaux. Nous estimons qu'il est probablement supérieur à 2, d'autant plus pour les sites de commerce électronique où il peut être à 3 ou 4. Les travaux sur les langues dans l'Internet doivent impérativement s'appuyer sur des données L1 plus L2. Les êtres humains devant l'Internet utilisent toutes leurs langues. Et il faut prendre en compte le taux de multilinguisme de la toile. Les sites web ne sont de moins en moins monolingues, ils parlent plusieurs langues. Enfin, la lingua franca de l'Internet n'est donc pas l'anglais, je l'ai dit. Le multilinguisme s'est imposé, mais les langues minoritaires ont un gros problème. Il faut que les pays où dominent les langues majoritaires incluent dans leur politique publique une attention vers les langues partenaires minoritaires. Sinon, on ne va pas en sortir.
Mais il n'y a pas qu'un problème de présence des contenus, il y a un problème d'accès aux contenus pertinents, la découvrabilité. Les langues européennes hors anglais doivent sérieusement se préoccuper d'un écosystème où le bruit est en train de dépasser le signal et leurs contenus pertinents sont difficiles à accéder. Une alliance entre francophonie, lusophonie et hispanophonie est tout à fait possible, elle fait sens et elle fait poids. Je termine sur le document Global Digital Compact, je crois que l'on doit un petit peu discuter. J'ai des commentaires très importants. L'expression All Digital Divide doit être remplacée par une manière explicite de nommer les autres fractures de langue, fracture de contenu, fracture d'éducation aux médias et à l'information et fracture de découvrabilité. La diversité linguistique dans ce document est mentionnée comme un autre problème d'accessibilité. L'accessibilité, c'est comment les gens qui ont des handicaps mentaux ou physiques, on leur facilite l'accès à l'Internet. Non, la diversité linguistique n'est pas un handicap de plus. Il faut faire un sujet, c'est un sujet très important, l'accessibilité, mais la diversité linguistique est un autre sujet très important qui mérite sa propre catégorisation. Enfin, il faut séparer l'éducation aux médias de l'éducation à l'information. Aujourd'hui, le problème de l'éducation à l'information est un problème fondamental dans un monde où la désinformation et les fake news se répandent. Je vous remercie, j'ai terminé ma présentation.